Alors, merci beaucoup de m'avoir associé à ce groupe de réflexion euh, auquel la majorité des participants sont en réalité, dans lequel la majorité des participants sont des soignants, sont des professionnels et qui ont une expérience extrêmement précise et précieuse du terrain. Pour ma part, mon regard vient plutôt des sciences humaines, histoire, philosophie, et épisodiquement celui de patients, comme tout chacun. Et j'ai surtout le privilège d'être lié depuis des années à l'espace éthique, à ses réflexions, à ses formations. Alors, la perspective que je propose est celle de chercher à partir de la loi 2002 et des droits des malades, vers quel modèle nous nous orientons actuellement. Quelle est cette relation, celle que nous cherchons, dont il a été question avec Judith, entre le patient, le médecin et puis le soignant et tout le système de soins pour avoir une nouvelle place d'autres activités, d'autres perspectives. Pour le dire un mot, le modèle est celui qui nous a le plus plu, disons, est celui de l'interaction. Il semble succéder de plus en plus aux deux précédents qui sont celui de l'équilibre des relations et celui de l'échange aussi, qui avait leur propre dynamique, leur propre inventivité, mais celui-ci serait plus adéquat, et on va dire pourquoi, même s'il paraît un petit peu abstrait et formel, alors qu'il ne l'est pas du tout dans sa réalisation. Alors, le modèle de l'équilibre, le premier modèle, lorsqu'on revient au rapport E20 du Conseil économique et social de 2005, qui a été publié avant la loi, et qui présente le projet de loi sur les droits des malades, il est présenté ainsi. La programmation, je cite, par un projet de loi des droits des malades 2 ans après la tenue des États généraux, a quelque chose de révolutionnaire. Tant reste dans les mentalités l'image d'un malade non seulement diminué physiquement, mais aussi amoindri juridiquement face au pouvoir médical auquel il s'en remet entièrement. Autrement dit, c'est de droit explicite tend à l'équilibre entre un médical armé de pouvoir et un patient qu'on va armer de droit. La métaphore est un peu militaire, il faut le dire, mais en réalité, on pense plutôt à quelque chose de révolutionnaire. Il s'agit de la recherche plutôt que d'un équilibre qui est très difficile à trouver, d'un équilibrage, un travail d'équilibrage. Un équilibrage qui est cherché depuis toujours entre le pouvoir médical et le malade et qui prend diverses formes. Rappelons-nous le serment hippocratique, les règles de déontologie, qui étaient un moyen de cet équilibrage de médecin à médecin pour énoncer les devoirs du médecin, des restrictions, ce que je ne ferai pas, et des engagements. Désormais, donc, c'est le modèle de la démocratie auquel on pense, qui est très intéressant, quel que soit le modèle démocratique depuis les Grecs jusqu'à l'Amérique, etc., parce qu'il permet l'ouverture à d'autres parties prenantes que les deux en question, la création d'instances de participation et de représentation, une reconnaissance d'une certaine forme pour tous d'égalité et de justice. L'admission des patients, des malades dans une démocratie sanitaire de ce type-là est sûrement un peu révolutionnaire. En tout cas, nous offre des perspectives sur cette espèce de travail d'équilibrage qu'il faut travailler constamment. Et il nous rappelle aussi, et là c'est une petite note d'émotion aux derniers écrits de Condorcet sur le travail qu'il a fait, des écrits rédigés sur les droits des femmes à quelques jours de sa mort, et en particulier dans des écrits qui ont été recueillis dans une lettre à sa fille, que je vous recommande, un petit livre qui a été publié récemment, parlant des droits naturels, et ça vaut pour tous, y compris les malades. Il écrit « Au moment qu'il existe un être sensible, capable de raisonner et d'avoir des idées morales, il en résulte par une conséquence évidente et nécessaire, c'est le scientifique qui parle, qu'il doit jouir de ses droits, qu'il ne peut en être privé sans injustice. » Et c'est en effet tout à fait révolutionnaire et même révolutionnaire, et c'est une source d'inspiration, je crois, encore et toujours. Mais
cette formulation de droit pour rééquilibrer les rapports de pouvoir, pour ne pas rester statique, mène à penser la relation selon un deuxième modèle qui est plus dynamique, qui est celui de l'échange. Échanger, c'est donner et recevoir, tout autant, dire. Et par exemple, dans le cadre de l'information descendante dont on a parlé tout à l'heure, de l'information délivrée du médecin au malade, et de ce que c'est souvent très difficile, on nous le dit, surtout lorsqu'il s'agit de nouvelles extrêmement mauvaises. Au-delà de ce type d'information, le modèle de l'échange est celui de la communication dans les deux sens. Cela ne va pas de soi. Je reçois, avez-vous compris? Demande le médecin. Oui, oui, j'ai compris. Mais qu'avez-vous retenu de moi? Pourrait demander le patient. Qu'avez-vous appris de moi? Je donne et je reçois dans les deux sens. Chaque clinique, au fond, le dialogue malade-médecin envisagé dans la clinique était basé sur cet échange-là. Mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus inhibé par le nombre d'intervenants, par le manque de temps, par l'anticipation que cela ne sert à rien, que la voie informatique est trop compliquée. Donc, le canal de communication, on peut dire, de ce qui importe aux malades et peut-être aux médecins, bouché. En tout cas, l'eau est stagnante. Alors, pour que l'échange aille dans les deux sens, il s'agit d'échange, il faudrait reconnaître aux patients, on vient d'en parler, un droit d'initiative, c'est-à-dire des propositions. Même seul, même sans intermédiaire d'une association, et mieux avec naturellement. Proposer d'améliorer, de changer, et que cet avis soit bien reçu, qu'il soit écrit. Il n'y a pas de case proposition dans les enquêtes, les évaluations, les notations qu'on nous demande constamment de remplir lorsqu'on met le pied dans un système de soins. Or, c'est la seule case qui importerait. Cela reconnaît aux malades, aux patients, ce que cache le terme d'empowerment. C'est-à-dire au fond, mais ça c'est peut-être un peu un défaut à part, de revenir aux capacités dont parle Ricoeur. Cette conscience plutôt de ses capacités. Dans les magnifiques textes dont il est coutumier, et qui s'appelle celui-ci Devenir capable, être reconnu, Ricoeur énonce ce qu'il appelle des capacités naturelles. Vous vous souvenez, ces capacités à dire, capacités à éprouver, capacités à raconter, etc. Et capacités à faire. Et il dit, je cite, elles sont fondamentalement ressenties, vécues sur le mode de la certitude. Magnifique quand on pense aux personnes très faibles, très âgées, très vulnérables, privées concrètement des capacités d'agir, alors que, je cite, il dit, la certitude de pouvoir faire est intime, au fond de soi. Il ajoute naturellement que la reconnaissance de ces capacités appelle un vis-à-vis, quelqu'un pour partager. C'est la réciprocité, la mutualité qui seule permettent de parler de reconnaissance au sens fort. Pouvoir de, pouvoir avec, le droit s'incarne toujours avec. Et là, nous en arrivons au troisième modèle, celui que nous appellerons l'interaction. Alors pourquoi est-ce que cette notion nous a plu? Et pourquoi l'avons-nous retenue avec les autres, mais peut-être un peu plus que les autres? D'abord, l'interaction, c'est une action qui a comme particularité d'impliquer deux ou plusieurs objets ou phénomènes et d'être réciproque entre eux. Elle a une action réciproque, mais aussi modificatrice sur chacun et sur l'ensemble. Alors on parle d'interaction dans le domaine scientifique, en physique, en chimie, en biologie particulièrement, ou interaction entre molécules, entre systèmes, transforment non seulement chacun, mais aussi tous ensemble. Elle s'applique aussi en sociologie, en psychologie, on parle d'interaction sociale. Elle s'applique aussi en poétique, et c'est là où elle m'a réveillée, si j'ose dire, en ce qui concernait son application éventuelle dans le domaine du soin. Pourquoi? Parce que dans la théorie de la métaphore, il y a eu une discussion, il y a très longtemps, pour savoir si les termes étaient séparés chacun et mis en contact simplement en simple et restaient chacun eux-mêmes, ou s'ils éprouvaient une sorte d'action réciproque l'un sur l'autre,
Et je donnerai un exemple. Tout à l'heure, je cherchais un exemple de métaphore. Ben, je suis tombée sur la chanson Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue, je crois. Donc, elle a les yeux revolver. C'est une parfaite métaphore et qui s'explique par l'interaction entre deux termes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui influent dans la représentation poétique l'un sur l'autre. Voilà. Donc, cette idée d'interaction, c'est-à-dire d'action l'un sur l'autre réciproque, pour arriver à un nouveau sens, à une initiative d'un nouveau sens, de quelque chose de nouveau, d'une invention, qui paraît être maintenant un modèle assez pertinent. Voilà. Donc, dans l'interaction, on retiendra, la réciprocité, comment la mettre en œuvre. Il y a un ajustement réciproque. Deuxièmement, la modification de chacun dans l'ensemble concerné. Donc, tout ce qui est actif est de ce type-là. Et on pense précisément à ce qu'on nous dit sur les RCP, où au fond, au bout d'un certain temps, il y a interaction des uns et des autres, et puis modification des avis des uns et des autres, et des ressentis des uns et des autres. On pense aussi aux entretiens entre soignants et parents, lorsqu'il s'agit de problèmes de néonatologie qui vont jusqu'à la mort d'enfants. Il y a bien d'autres cas où il y a cette interaction entre les uns et les autres, dons d'organes, réanimation, etc. Qui peut dire à la fin d'une expérience et même d'une carrière, je n'ai pas changé? Personne. Alors, l'approche interactionnelle, si j'ose dire, systémique, est certainement très, très adaptée à ce que l'on cherche actuellement, d'élargir le type d'interaction, d'action dans le domaine dont a parlé Judith tout à l'heure. Et il faut dire que c'est un mot tout à fait propice à l'exercice de valeurs éthiques comme l'écoute mutuelle, la considération, le partenariat, la patience, qui permettent non seulement la pacification des relations, mais aussi les modifications des uns et des autres. Et ainsi, une créativité dont on a vu qu'il y avait des exemples extrêmement concrets. J'aimerais ne pas me priver de citer un long extrait d'un médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ, arrêté de Cappadoce, qui a été traduit par l'ANEC, figurez-vous, en partie, sur les maladies chroniques et sur le ressenti, non seulement des malades désespérés, qui se découragent et qui préfèrent quelquefois la mort, et du médecin qui doit être courageux, patient, aidant, comme c'est pas possible. Voilà. Et c'est un si beau texte que vous irez le chercher vous-même. Alors, en conclusion, je voudrais rappeler que s'il fallait changer quelque chose à la loi des 14 2000, ou plutôt rajouter quelques petits articles, on pourrait inscrire dans la loi le droit à l'échange et pour l'assurer, concrètement, l'existence pour chaque malade d'un interlocuteur joignable. Ça a l'air de rien. Ça a été le cas lors du Covid, je pense. Et lorsque c'est le cas, ça change complètement le vécu de la maladie. Deuxièmement, le droit et le devoir même de faire des propositions, qui est l'essence même de la dynamique de l'échange. Et enfin, la reconnaissance mutuelle de ceux qui savent l'expérience et de ceux qui savent par la science. C'est savoir expérientiel et c'est savoir scientifique. Bref, de mettre en jeu entre médecins et soignants et malades, et entre soignants entre eux aussi, toutes les formes possibles d'interaction positive. Merci. Merci beaucoup Armelle. C'était passionnant. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Cette précision conceptuelle et sémantique dont tu nous as fait bénéficier en déclinant donc ces trois modes de relation, l'équilibre, l'échange, puis l'interaction. Je retiens plusieurs phrases et propositions clés dans cette intervention. Euh, cette interrogation que tu prêtes aux patients et qui ne se transmet pas. Hein, tu dis que le canal de communication est bouché. Qu'avez-vous appris de moi? Cela fait écho aussi à ce que disait Judith Mollard en introduction à propos des ateliers mis en place à France Alzheimer.
Je note aussi cette idée de reconnaître aux patients un droit d'initiative, donc cette idée d'une case proposition. L'insistance aussi sur l'interaction, qui, à la différence de l'échange, est une relation par laquelle il y a des modifications réciproques, des modifications mutuelles. Et enfin, cette proposition d'un droit à l'échange, qui était aussi très pertinente, je trouve. Voilà. Sans compter que tu es peut-être la seule à avoir cité Paul Ricoeur et Marc Lavoine dans le même exposé. Donc, elle a les yeux revolver, elle a les yeux qui tuent. Merci beaucoup à toi, Armel, pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des remarques que l'on pourrait tout de suite faire remonter parmi les personnes présentes qui pourraient soit s'exprimer par écrit, auquel cas nous lirions ce qu'ils écrivent, soit lever la main assez simplement avec le petit bonhomme situé en bas de leur écran. Et puis voilà. Donc personne pour le moment. Merci beaucoup Armel. Je vais tout de suite laisser la parole à l'intervenant suivant, qui est Pierre-Yves Traînard, médecin, coordinateur du pôle Île-de-France Ressources en éducation thérapeutique du patient. Pierre-Yves, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.